Bon, j'ai trouvé une image hyper intéressante sur le financement des startups en France, sachant que j'investis pas forcément sur des startups en France, mais c'est pas grave, au moins c'est en français et ça va être facile et clair. Donc on a l'image d'un petit train qui montre l'évolution en fonction des phases d'avancée de la boîte, des montants levés et des valorisations. On peut voir de gauche jusqu'à droite ici. Alors si je zoome un petit peu, ça va être un petit peu flou, mais c'est pas trop grave. Ici on a trouvé l'idée. Donc en fait, l'image, on a ces phases de valorisation et en dessous, on a les différentes personnes qui sont impliquées, fondateurs, associés, famille et amis, etc. Et puis les pourcentages qu'ils peuvent détenir. Donc je vais essayer de détailler tout ça. Donc en première phase de startup, c'est je trouve l'idée. Donc ça, je suis un fondateur, je lance la startup, j'ai 100% départ et lève un petit peu de fonds éventuellement pour faire un pitch deck, pour faire un petit site web, etc. Alors, il n'y a pas forcément besoin et moi je ne le recommande pas, mais sur l'image, c'est ce qui est écrit, donc c'est pas grave. Donc voilà, on lève un petit montant ou pas. Ensuite, on trouve un associé. Donc ça, bien sûr, ça dépend de plein de choses, mais principalement si on est dans la tech, eh bien, on a le fondateur qui a la vision, et puis on a ce qu'on appelle le CTO, le Chief Technical Officer, la personne qui va manager toute la partie technique et développement, où il faut s'associer. Pareil, hein, sur les associations, c'est pas forcément 50-50, c'est pas forcément des associations en termes de parts, ça peut être du salaire, du financier, peu importe. Il y a plein de choses possibles, mais c'est juste pour illustrer. Donc au moment de s'associer, eh bien, la valorisation a aussi augmenté parce que dans la team, c'est plus un seul fondateur, c'est deux fondateurs avec peut-être des compétences complémentaires. Un, ça va être le visionnaire, le business, et l'autre, ça va être la partie technique. Ensuite, dans le troisième wagon, ici, on a impliqué ses proches. Donc globalement, c'est ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire que notre famille et nos amis vont potentiellement pouvoir investir un peu d'argent avec nous parce que en fait, on n'est pas suffisamment grand pour parler à d'autres personnes, pour avoir un site web, pour avoir des noms, etc. Donc, le plus simple à aller chercher, c'est la love money, l'argent de ses proches. À faire attention, bien sûr, en fonction des relations et en fonction de la fiabilité de votre projet, si vous allez faire de l'argent facilement ou pas. Et du coup, là, on peut arriver à ce stade de camembert où les fondateurs, ils ont alors arrivé à ce stade en love money, avoir plus que euh, moins de 50% pour le fondateur, c'est pas top top. Bien sûr, il y a son associé, donc à voir. Mais enfin bref, il faut lâcher quand même un petit pourcentage pour les investisseurs. Donc ça peut être par exemple 5% en love money. Alors, obligation convertible, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là parce qu'ils en parlent après, mais c'est pas grave. Globalement, obligation convertible, c'est une sorte de levée de fonds, c'est une sorte de rémunération pour des nouveaux salariés aussi, où en fait on peut leur donner des actions futures sous différentes formes. Ça peut être des obligations, ça peut être plein de choses. Donc voilà, un pourcentage qui est alloué pour quelque chose. Donc, on a fait investir ses proches sur une valorisation supérieure de ce qu'on a donné en part à l'associé, généralement. Ensuite, dans le quatrième wagon, donc là, on voit apparaître les financements possibles en France, BPI France, France Digital, la French Tech, lui, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'est des financements publics slash privés, ça dépend, qu'on peut aller chercher si on est une startup en France. Donc là, on commence à avoir des valorisations autour des 1-2 millions de valorisation. Donc ça veut dire que le projet doit être suffisamment avancé en termes de maturité. On ne peut pas se pointer juste avec un pitch deck et vendre une vision. Il faut que peut-être il y ait de l'attraction, des réseaux sociaux, du feedback client, un, un j'oublie le terme en français, un POC, donc un, je ne sais même plus quoi, ce que ça veut dire, mais bref, le produit minimum qu'on peut présenter. Euh, pour dire voilà, on a quelque chose, il y a de la demande, les gens veulent, bah maintenant il faut qu'on le scale, donc on passe à l'échelle, il faut qu'on accélère avec un petit peu de financement. Et c'est là où on va chercher des business angels, donc qui investissent leur fortune personnelle, et ensuite dans une seconde phase plutôt, parce que là on est ce qu'on appelle en seed,
On peut aller chercher aussi du venture capitaliste, donc ce qu'on appelle des VC. Donc globalement, c'est des sortes de fonds d'investissement où les gens investissent et ensuite ce fonds, eh bien, ils ont une team dédiée pour investir sur différentes startups. Alors que les business angels, c'est plutôt, ils ont leurs fonds perso et ils investissent sur différentes startups. Donc business angel, c'est je suis investisseur de mon propre argent et je choisis quelle startup. Et les VC, les ventures capitalistes, donc on peut investir dedans et eux, ils vont ensuite choisir les startups pour nous, globalement. Après, ça reste pas très accessible, hein. Les tickets, on parle de 6 chiffres minimum. Donc voilà, c'est pas forcément réservé à monsieur tout le monde. Ensuite, une fois qu'on a ces premiers tours de table de seed, pré-seed, seed, généralement le produit ne fait pas encore de chiffre d'affaires. Quand on passe à la série A, c'est qu'on commence à faire du chiffre d'affaires avec sa boîte. Euh, donc, on passe sur des valorisations plus élevées parce qu'on commence à faire du chiffre et ça dépend de l'industrie, ça dépend de plein de choses. Mais du coup, on est sur des valorisations entre 2, 5, 10 millions peut-être, ça dépend. Mais du coup, on va lever des montants supérieurs en lâchant encore un pourcentage en plus de nos parts. Donc là, sur le schéma, ouais, ça me paraît un peu compliqué parce que si arrivé en seed, le fondateur initial n'a plus que 36% et que là ensuite il a 24%, enfin bon, euh, sur des petites valorisations comme ça de 6 millions, avoir seulement 20, 25, 30% de part de sa boîte alors qu'on vient à peine de se lancer, ça démotive le fondateur à garder une vision très long terme et à mettre corps et âme dedans, donc je suis pas très fan. Mais en tout cas, s'il y a besoin de fonds, bah faut lâcher des parts de sa boîte. Donc c'est ce qu'on peut voir. Ici, ils ont mis les premiers employés. Bon, généralement, les premiers employés, on les a. Si on arrive à lever 300K, on commence à avoir peut-être un ou deux employés. Pas forcément, ça dépend du secteur d'industrie. Et puis, alors ensuite, ça passe rapidement à rentrer en bourse. Mais globalement, il y a ce qu'on appelle série A, série B, série C. Et en fait, c'est des stades d'avancée de développement jusqu'à arriver à l'entrée en bourse. Et pour faire l'entrée en bourse, eh bien, on fait généralement appel à un banquier d'affaires qui va préparer tous les documents légaux, etc. Et puis une fois que c'est introduit en bourse, eh bien, le public peut venir acheter des parts de la société qui a été introduit en bourse. Donc introduit en bourse, ça veut dire mis sur le marché public de la bourse. Parce que jusqu'à maintenant, tous ces wagons-là, bah, c'est euh, du non-coté. Donc c'était des actions de boîtes qui ne sont pas cotées en bourse, donc on ne peut pas les acheter sur une plateforme. On les achète directement auprès de la boîte. Donc il y a des plateformes intermédiaires si on passe par des véhicules d'investissement ou autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais ce que je veux dire, c'est pas accessible à tout le monde. Pareil d'un point de vue liquidité, si on achète des parts ici d'une boîte, bah, on ne peut pas les revendre très facilement. Alors que quand c'est introduit en bourse, bah là, il y a un appel de liquidité, donc il y a des acheteurs, des vendeurs tout le temps. On peut acheter et vendre quand on veut. Donc voilà. Mais les introductions en bourse, c'est pas la finalité de toutes les boîtes. Il n'y a pas de nécessité d'être introduit en bourse, hein, c'est pas waouh l'objectif. Et aussi, on parle de valorisation quand même assez importante. Donc voilà, j'avais trouvé ce petit schéma sur LinkedIn et je trouvais intéressant de le partager, d'en faire une petite vidéo.